Aujourd'hui, les images sont parfaites, nettes, précises, impeccables. Mais parfois, la perfection est silencieuse. Elle ne raconte rien. Ce qui nous touche vraiment, ce sont les défauts, les imperfections. Parce qu'une image, ce n'est pas juste de la netteté, c'est une émotion. Et maintenant qu'on sait tout rendre parfait, on a peut-être envie de revenir à quelque chose de plus authentique. Avec les Cinéma C, la modernité ne remplace pas le cinéma, elle le sert. La technique s'efface pour laisser place à l'intention, au cadre, à l'émotion. Ces dernières années, on a vu l'arrivée d'un nouveau type d'objectif. Ce sont les optiques cinéma, mais à prix raisonnable. Les marques comme Nissi, Laowa ou encore Sirui vous promettent un rendu cinéma s'approchant de celui d'optique de Leitz à 100 000 €. Et tout ça pour moins de 1 000 €. Sur le papier, ça a l'air cool et je dois vous avouer que ça fait un moment que je me tâte à acheter un set d'objectifs ciné pour compléter mon parc optique. Pour vous dire, j'ai même contacté Iron Glass pour me faire un set d'Helios en monture Z, parce qu'ils le proposent pas et je voulais m'en faire péter un sur mesure. Ouais, j'étais méga chaud. Mais ça s'est pas fait pour plusieurs raisons que je vous détaillerai en fin de vidéo. Et c'est pas plus mal puisqu'au final, j'ai été contacté par Tipoc pour tester les Cinéma C. Ils m'ont envoyé une valise avec les 5 optiques disponibles, à savoir 21 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm et 75 mm. Le tout compatible full frame avec une ouverture à T1.5. Parfait donc pour être utilisé sur mon ZR. Et ça fait un mois que je suis en lune de miel avec ces optiques. Je les ai utilisées en prod contrôlée en studio, en run and gun en extérieur, sur une prod plus costaud pour le Nikon Film Festival, et enfin, je me suis même jeté dans la foule d'un concert de métal avec elles. Et croyez-moi, il n'y a pas mieux pour tester l'ergonomie d'une optique full manuelle qu'un bon vieux concert de métal. Bref, je pense en avoir fait pas mal le tour, et il est temps de voir si ce fameux look cinéma est du bullshit marketing, ou bien s'il est justifié. Alors, premier ressenti quand on prend en main ces optiques pour la première fois, c'est la qualité de fabrication. Les optiques sont en full métal avec un rendu clairement vintage, et elles ont l'air solides, et en plus de ça, il n'y a vraiment aucun jeu. Il n'y a absolument rien qui bouge, tout m'a l'air parfaitement calibré au millimètre près. Par contre, optique ciné oblige, elles ne sont pas tropicalisées. Donc là, on n'a absolument pas de joint d'étanchéité, donc attention si vous devez tourner en milieu humide ou poussiéreux. Il y a des trucs qui peuvent rentrer dans votre boîtier sans que vous le vouliez. En termes d'ergonomie, on a ici des objectifs assez petits et légers. Leur taille, elle varie entre 6 et 7 cm et demi. Les gabarits sont donc relativement les mêmes et c'est pareil pour le poids puisqu'on est entre 353 grammes et 472 grammes pour la plus lourde. Donc si vous devez changer une optique sur votre rig, c'est pas les 100 grammes de différence qui va venir casser votre équilibre. Les Cinéma C disposent de 2 bagues crantées pour gérer manuellement l'ouverture et la mise au point. Sur les 5 optiques, ces bagues sont placées toutes au même endroit pour faciliter un changement de focale. Vous n'aurez donc pas à refaire votre rig à chaque fois en devant recaler le follow focus. Alors ces 2 bagues, elles ont une résistance différente. La bague d'ouverture, elle offre une certaine résistance, tout en restant quand même relativement souple. Ça vous évitera de la déplacer par mégarde si vous faites du run and gun ou si des gens se mettent à pogoter autour de vous. La bague de mise au point, elle est beaucoup plus lâche, mais elle offre quand même une très légère résistance. Pour un opérateur solo, à la main ou avec un follow focus manuel, c'est juste un régal. On a le parfait compromis pour être le plus précis possible, tout en ayant un retour synaptique suffisant pour ne pas se tromper. Par contre, si vous utilisez un follow focus wireless avec un pointeur déporté, là, il risque d'y avoir un peu trop de résistance. En général, les pointeurs, ils préfèrent des bagues sans aucune résistance, et ici, on en a quand même un petit peu. Bon, c'est pas dramatique, vous pourrez quand même utiliser ces optiques avec un follow focus DJI, small rig ou Tilta. Ça passe. Moi, je l'ai fait sur un Nikon et ça s'est très bien passé. Donc, pour passer d'un extrême à l'autre en termes de mise au point, il faut opérer une rotation de 210 degrés. Donc, c'est assez important et là encore, c'est parfait pour être le plus précis possible, surtout à T1.5 où à cette ouverture-là, juste notre zone de mise au point, elle est ridiculement petite. En situation posée sur un rig d'épaule ou alors sur un saddlebag, c'est vraiment le top.
Par contre, en run and gun, ça va être compliqué de faire des changements de focus sur des plans éloignés les uns des autres. 210 degrés, c'est trop pour être fait en un seul mouvement, et vous allez devoir vous y reprendre à 2 ou 3 fois pour passer de l'infini au close focus. Bon, après, ça arrive pas tout le temps de devoir faire des changements de focus aussi radicaux, mais sur cette presta en concert, ça m'a dérangé plusieurs fois. Par contre, sur des prestas plus posées, clairement, les 210 degrés, ils sont bienvenus. Et moi, en termes de focus, je préfère avoir quelque chose de plus précis plutôt que de plus réactif. Pour vous aider dans vos réglages, les valeurs d'ouverture et de distance de mise au point sont disponibles sur le côté gauche de l'optique. Alors oui, je sais, c'est généralement là qu'on les place sur des optiques cinéma, puisque c'est traditionnellement à gauche qu'on place son pointeur si on en a un. Mais avec l'avènement des follow focus wireless ou manuels, je trouve pas cet emplacement opportun. Il suffit d'en mettre un pour que l'info soit cachée, et surtout, en run and gun, c'est quand même bien plus pratique de les avoir en haut de son set, pour pouvoir les checker rapidement sans avoir à se déplacer sur le côté comme ça. Donc ok, on a un petit héritage cinéma sur le marquage, mais j'aurais préféré qu'on embrasse un peu plus la modernité de ce côté-là. Bon, par contre, petit détail qui fait plaisir, les tiers de diaph sont indiqués sur la bague d'ouverture. Et je le précise parce que ça n'est pas le cas sur certains concurrents dans cette gamme de prix. Donc si comme moi, vous ne connaissez pas par cœur vos tables de conversion, ça va vous aider. Et ça m'a été super utile quand j'ai dû faire mes tests de mire. Dernier point ergonomique, le diamètre des filtres. Il est de 62 mm pour toutes les focales, sauf le 75 mm qui lui a un diamètre de 67 cm. Et c'est pas ouf parce que ça va vous demander d'avoir 2 jeux de filtres, ou bien alors des bagues d'adaptation, chose que je déteste utiliser. Visser des filtres ou des filtres sur des bagues, c'est l'enfer. Bon, clairement, ces optiques, elles ont été pensées pour être utilisées en solo. Elles sont petites, légères, et elles s'intégreront parfaitement sur un rig compact avec ou sans follow focus, ou même sur un Ronin. Personnellement, j'ai adoré les utiliser sur un rig ultra minimaliste pendant ce concert. Que ce soit sur scène ou dans la foule, je ne pouvais pas me permettre d'avoir un moniteur externe, une V-Lock et des câbles partout. Et juste avec un petit follow focus manuel, ça l'a fait. 90% de mes plans sont nets, et ce, même à T1.5. Et j'ai même réussi à monter un rig avec une Madbox, un Nucleus Nano et un retour DJI transmission. Donc on est sur un rig un peu plus conséquent. Et en vrai, je pensais que ça passerait pas parce qu'elles sont quand même assez courtes et assez petites, mais même sur un rig imposant comme ça, en vrai ça l'a fait, on a réussi à tenir notre journée de tournage sans trop de soucis. Bon, cette vidéo c'est un petit peu une première parce que pour la première fois sur cette chaîne, je ne teste pas des optiques en monture Z. Vous êtes surpris ? Il y a une bonne raison à ça. Les Cyméra C sont disponibles uniquement en monture Sony E ou Leica M. Et je possède la version M. Alors, pour expliquer ce choix, il faut que je vous parle de Tipoc, la société qui fabrique ces optiques, mais aussi de DZO Film. Tipoc, c'est une boîte assez récente créée par DZO. Et DZO, ils ont pour habitude de faire des grosses et lourdes optiques cinéma. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en voir puisque Yann en a un set qu'il utilise sur sa Red ou alors sur son Alexa. Oui, Yann, il a des très grosses cams, sûrement parce qu'il a un truc à compenser. Voilà, ça c'était gratuit Yann, prends-toi ça dans les dents. Donc leur truc, c'est de faire de la qualité bien imposante au standard cinéma. Mais genre le vrai cinéma, pas le cinéma marketing qu'on voit sur mirrorless. Et sur ces optiques, la norme, c'est la monture PL. Et quand on parle de monture PL, on parle de Positive Lock. C'est tout simplement la monture la plus répandue en cinéma. Et sa particularité, c'est qu'elle ne fonctionne pas comme une baïonnette classique. Ici, l'objectif est verrouillé mécaniquement avec une bague filetée. Une fois en place, ça ne bouge plus. C'est pensé pour les grosses productions, les rigs lourds, et pour éviter toute micro-rotation quand on fait le point. Et aussi, cette monture offre le plus grand débattement du marché avec 50 mm de tirage. Donc l'ADN de DZO Film, c'est le PL. Mais pour Tipoc, qui est sa petite sœur et qui vise avant tout les configurations plus légères, le PL c'est un petit peu overkill. Avec l'arrivée des mirrorless, les choses ont changé. On n'a plus de miroir dans les appareils photo et plus de disques obturateurs dans les caméras cinéma. Résultat, on n'a plus besoin de monter des optiques conçues pour du 40 ou 50 mm de tirage. Un tirage court offre plus d'avantages optiques et mécaniques. Du coup, aujourd'hui, la seule vraie raison d'utiliser une optique PL sur un boîtier qui n'est pas PL, c'est le Positive Lock, le verrouillage physique. Et c'est tout. Hormis pour se la péter, se dire ouais, j'ai des optiques PL, c'est trop bien. En vrai, le seul avantage, c'est le verrouillage. Et de l'autre côté, on a la monture M. Donc la monture M, elle existe depuis 1954 chez Leica.
Elle est bien plus ancienne que la monture PL, mais, et c'est là que ça devient intéressant, elle est née comme une monture mirrorless avant l'heure. En fait, ce qui se passe avec cette monture, c'est qu'elle a un tirage très court. Et ce tirage plus court que la monture PL, il reste quand même un poil plus long que les autres montures mirrorless actuelles. Ce qui fait que c'est la monture la plus facilement adaptable du marché, puisque vous pourrez la rendre compatible avec absolument toutes les autres montures constructeurs que vous pourrez trouver sur le marché du mirrorless. Et donc ça, c'est quand même assez cool parce que même si ces optiques sont en monture M, avec un adaptateur, vous pourrez les mettre sur absolument n'importe quel boîtier récent. Donc ça, même si c'est de la monture M, c'est compatible Canon, c'est compatible Nikon, c'est compatible Sony, c'est compatible Fuji, c'est compatible ce que vous voulez. Et ici, on s'en fout d'utiliser un adaptateur puisque vu que ces optiques sont full manuelles, il n'y a pas d'autofocus à gérer. Donc en vrai, que ce soit du M ou du Z, c'est exactement la même chose. Donc ici, l'idée, elle est assez simple. 1, l'objectif M se clipse d'abord comme une baïonnette standard. Et 2, on vient verrouiller l'ensemble avec une bague de serrage, comme sur une monture PL. Résultat, on a un combo super compact, hyper sécurisé et totalement prêt pour les rigs cinéma. D'ailleurs, hop là, elle est là. Tipoc propose un adaptateur qu'ils m'ont envoyé. Alors on voit bien le système de lock ici, tac, ce système de lock là, qui va venir maintenir votre optique en place. Donc vraiment avec ça, vous aurez un rig qui ne va absolument pas bouger. Alors, j'ai mis un bémol, parce que sur le papier, ça a l'air génial, mais sur le terrain, je dois vous avouer que j'en ai vraiment chié. Parce que oui, ok, avec ce truc, ça bouge pas. Mais c'est aussi super compliqué à déverrouiller pour retirer l'optique. Franchement, j'étais tout le temps en galère et en run and gun comme sur cette presta en concert, c'était juste une tannée. Je galérais à savoir si c'était ouvert, fermé, si c'était locké, pas locké, j'en sais rien. Et je me suis carrément ouvert la main en essayant d'enlever des optiques. Donc cette histoire de positive lock, c'est bien pour des prods avec un gros rig, mais perso, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par acheter 5 adaptateurs comme celui-là, que j'ai monté sur les 5 optiques et qui ne bougent plus. Comme ça au moins, ces optiques, elles sont virtuellement en monture Z maintenant et j'ai plus de soucis de changement d'optique. C'est beaucoup plus simple. Alors ouais, ok, ça coûte un peu plus cher, mais au moins je suis tranquille. Bon, on va maintenant entrer dans le vif du sujet et parler images. Parce que la promesse de ce type d'objectif, c'est d'offrir un look vintage, mais avec un rendu qui reste moderne. Le Cinéma-C propose un rendu vraiment neutre, mais avec juste ce qu'il faut de douceur. On a un bokeh super fluide, une transition de netteté très naturelle et un dégradé flou vers les bords qui donne cette profondeur typique des optiques cinéma. Mais sans pour autant sacrifier le piqué de votre image, et c'est ce qu'on va voir. Les Cinéma-C sont incroyablement sharp au centre de l'image, et ce, même à T1.5. Ça m'a d'ailleurs assez surpris parce que quand j'ai fait ces tests de mire, j'en ai profité pour tester aussi le 24-70 2.8 V2 de Nikon, et franchement, au centre, il n'y a pas beaucoup de différence. Et des T2, on est très bon. Et sur les côtés, évidemment qu'on est mou, et il faudra atteindre T5.6 pour avoir un rendu homogène sur l'entièreté de notre image. Mais n'oubliez pas qu'on est sur des optiques cinéma et que ce flou dans les bords est appréciable, voire même recherché. Il va vous permettre d'attirer encore plus l'attention de votre spectateur sur votre sujet. Et aussi, je dois mettre en avant que ce piqué assez net va radicalement simplifier la mise au point manuelle. La première fois que j'ai utilisé les Cinéma-C, c'était pendant ce concert. Et je dois vous avouer que je balisais un peu de devoir faire la mise au point à la main au vu de mon expérience avec mes autres optiques cinéma ou anamorphiques. Mais ici, vu qu'on a une belle différence entre les plans, le focus picking, il réagit très bien et vous n'aurez aucun souci à faire votre point. Enfin, perso, quand j'ai déroché ces plans, j'ai été quand même vachement surpris de la netteté que je pouvais avoir. Donc le piqué ici, il est très bon, sans avoir un rendu trop chirurgical non plus. En termes d'aberration chromatique, il y en a sur l'entièreté de l'image, mais uniquement si vous êtes hors focus. Alors vous aurez droit à des aberrations qui vont partir du vert vers le magenta, en fonction de si vous faites un back focus ou un front focus. Et ça m'a d'ailleurs bien aidé pour avoir le focus le plus précis possible sur les tests de mire. Mais là encore, c'est pas si dérangeant que ça, et en vrai, ça m'a pas particulièrement choqué sur tous les plans que j'ai pu faire. En ce qui concerne la constance des couleurs, les Cinéma-C s'en sortent globalement assez bien, mais il y a quand même une légère différence selon les focales. Si vous voulez utiliser plusieurs focales sur un tournage, comme ça a été mon cas sur tous les projets que je vous ai présentés dans cette vidéo,
Il est important d'avoir une constance dans les couleurs pour éviter un travail supplémentaire à l'étalonnage. Pour réaliser ces tests, j'ai exposé une mire, puis j'ai zoomé au niveau du gris neutre pour venir corriger la balance des blancs et la teinte. Et ainsi voir s'il y avait un color shift ou non. Les 21, 28 et 35 mm offrent un rendu un peu plus chaud, là où les 50 et 75 mm tirent vers une image un peu plus froide, avec une pointe de magenta en plus. Rien de dramatique puisqu'on est sur des écarts qui sont faciles à corriger à l'étalonnage. Et surtout, le color shift, il reste cohérent à l'échelle de groupe. Les grands angles se ressemblent et idem pour les focales plus longues. Et ça va vous permettre de travailler sereinement sur un tournage multifocal. Autre point qui donne son cachet à ces optiques, ça va être les flares. Alors les flares, c'est toujours un petit peu difficile de juger des flares parce que c'est un peu les goûts et les couleurs, hein. Soit on aime, soit on n'aime pas, soit on veut en avoir, soit on les déteste. Quoi qu'il en soit, quand on parle d'optique vintage, forcément qu'on va parler de flares. Alors ici, ils sont assez prononcés. Je vous les montre à l'écran, je vous montre des exemples faits en studio pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte du type de flair qu'on va avoir. Vous allez avoir des flares assez prononcés, des fois ça va partir en arc-en-ciel. Personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie. Et sur le terrain, vous n'aurez pas forcément toujours ces flares arc-en-ciel. Des fois, vous aurez juste des petits flares discrets qui vont venir ajouter de la profondeur dans votre image. Ça va venir ajouter un petit peu de texture dans votre plan. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vous montre quelques plans que j'ai pu réaliser en intérieur, en extérieur, avec des projos, sans projos, pour que vous puissiez vous faire une idée. Bon, là encore, hein, les flares, c'est les goûts et les couleurs. On aime, on n'aime pas. Moi, je trouve que les flares des Cimeracé me correspondent assez. Et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Alors c'est pas forcément des flares qui vont être compatibles avec de la pub, mais pour de la fiction, ah ouais, clairement c'est trop cool. Et puisqu'on aborde les points qui donnent le cachet de ces optiques, on va parler bokeh. Parce qu'en ce qui concerne le bokeh, on est ici excellent. Les Cimeracé ont un iris composé de 16 lames, ce qui est beaucoup. Déjà quand on en a 12, on est content, alors 16, c'est juste déconné. Et le résultat, ce sont des billes de bokeh parfaitement rondes au centre, avec un effet d'œil de chat sur les bords. La texture des billes est uniforme et on a très peu d'effet d'onion ring, sauf pour le 75 mm qui est légèrement moins bon que les autres. Mais il reste quand même bien supérieur à d'autres optiques que j'ai pu tester sur cette chaîne, donc je vais pas non plus m'acharner sur lui. Donc je sais pas pour vous, mais moi, ce bokeh, je le valide, et pas qu'un peu. En termes de vignettage, évidemment qu'il y en a. Et il est étonnamment identique sur toutes les focales. Que ce soit avec le 75 mm ou le 21 mm, il est très prononcé à pleine ouverture. Et il a tendance à disparaître dès T4. Donc oui, évidemment qu'on a du vignettage, hein. Moi je m'attendais forcément à en avoir parce que sur des optiques vintage, on a du vignettage. Mais ce qui est cool, c'est qu'ici il est quand même relativement constant, ce qui fait qu'avec un 21 mm et un 75 mm, ben vous aurez relativement le même rendu. Et ça, en vrai, c'est quand même super appréciable. Donc l'effet de gamme, ici, il est clairement présent. Donc au final, moi je trouve que les Cimeracé ont un look relativement neutre, sans trop de color shift ni de perte de piqué. Ça sera donc très facile d'appliquer votre étalonnage sur des images faites avec ce set. Mais en plus de ça, vous aurez quand même droit à du cachet avec les flares, le bokeh et le rendu tout doux passé le premier tiers de l'image. Et ce sont ces détails qui vont venir donner un look cinéma à vos images. Donc pour moi, avec ces optiques, on a le parfait compromis entre optique moderne et vintage. Bon, on a vu que ces Cimera, ils avaient une qualité optique vraiment bonne, surtout pour leur taille. Et c'est quand même ouf d'avoir une telle constance et un tel piqué pour un truc aussi petit. Mais ça a un prix, et ce prix, c'est le focus bluffing. Il est très prononcé à tel point que votre focale changera en fonction du point de focus. Je vous mets le résultat de mes tests à l'écran pour toutes les focales et faites bien attention au bord de l'image. Vous verrez que des éléments entiers disparaissent en fonction de l'endroit où l'on fait le focus. Alors, le focus bluffing, on aime ou on n'aime pas, et perso, c'est quelque chose qui ne me dérangeait pas au début de ma carrière, mais j'y suis de plus en plus sensible et c'est devenu quelque chose qui me dérange maintenant. Donc je dirais qu'avec ce focus bluffing, on a ici le point le plus négatif de ces optiques. Et enfin, dernier point à aborder, la distance de mise au point. Elle est correcte sans être non plus folle. Pour le 21 mm, on est à 23 cm. Le 28 mm, 40 cm. Pour 35 mm, on est à 45 cm.
45 cm aussi pour le 50 mm, et à 75 mm, on tombe à 55 cm. Sur ce point-là, on reste dans la norme, rien de particulier à ajouter. J'aurais quand même aimé pouvoir m'approcher un petit peu plus de mes sujets, mais c'est pas non plus dramatique, hein. On est sur des optiques cinéma et non pas sur des optiques macro, donc on est complètement dans la norme ici. Maintenant qu'on a passé en revue tous les aspects techniques de ces optiques, il est temps de savoir à qui elles s'adressent. Comme je le disais dans mon intro, on voit depuis quelques années un retour en force des optiques photo vintage. Et ces optiques photo vintage, bien souvent, elles sont utilisées en vidéo. Alors pourquoi ? Parce qu'on est arrivé à un point où les fabricants arrivent à nous sortir des objectifs optiquement parfaits, sans aberration chromatique et au piqué impeccable. Et si vous pratiquez la photo de pub, la photo animalière ou encore sportive, ce rendu chirurgical, c'est exactement ce que vous allez rechercher. Mais en vidéo, trop d'honnêteté, ça plaît pas. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de monde ciné-moder des optiques vintage pour les rendre vidéo-proof. Alors, ciné-moder un objectif vintage, c'est prendre un objectif photo en général, lui rajouter des bagues crantées, et voilà, ça devient une optique vidéo. Le meilleur exemple pour illustrer ce que je viens de vous dire, c'est le film Dune et ses optiques Helios customisées par Iron Glass. Je vous le disais en début de vidéo que je voulais m'en faire péter un set, mais qu'au final, j'étais revenu sur ma décision. Et c'est pour plusieurs raisons. Les objectifs photo vintage modés, ça veut dire tolérance variable, mécanique pas toujours homogène, marquage approximatif. Ce qu'il faut avoir en tête avec ces optiques modifiées, c'est que vous n'avez aucune garantie d'avoir le même résultat d'une optique à l'autre. C'est ultra aléatoire et si vous avez de la chance, vous aurez de beaux flares et un rendu doux. Mais si vous n'en avez pas, votre optique, elle sera dégueulasse et vous ne pourrez rien en tirer. Et vu le prix, c'est franchement dommage. Et d'ailleurs, même Iron Glass le dit, c'est-à-dire que quand vous allez sur votre site, ils vous disent que ils garantissent pas un résultat optique. Soit vous avez de la chance et vous allez avoir des optiques de malade, soit votre optique elle est pourrie et vous avez dépensé 18 000 balles pour rien, quoi. Et moi perso, ça m'a un peu rebuté. Et c'est là que les optiques dites cinéma modernes tirent leur épingle du jeu. Parce que ces objets-là, ça reste des produits sortis d'usine en 2025 avec des normes, des contrôles qualité et surtout une homogénéité sur l'ensemble de la gamme. Pas d'aléatoire ici. On a tous les avantages qu'implique une production moderne. Résultat, on retrouve le look des optiques photo vintage sans le compromis du cinémode. C'est constant, fiable, précis et surtout exploitable sur des projets sérieux avec une vraie continuité d'image d'une focale à l'autre. Et autre avantage d'utiliser des optiques manufacturées en 2025, c'est que vous pouvez faire les cons avec. Vous pouvez les utiliser dans des situations cheloues comme sur un drone, sous l'eau ou encore dans la fosse d'un concert de métal. Et si elles cassent, c'est pas grave, vous trouverez facilement des pièces de rechange ou un autre objet de remplacement. Ce qui n'est pas le cas des optiques soviétiques des années 60. L'URSS n'existe plus et les usines ont fermé depuis longtemps. Donc bonne chance pour contacter un SAV soviétique en 2025. Bon bref, vous avez compris l'idée. Donc si vous cherchez à avoir un look vintage dans vos vidéos, mais que vous avez la flemme de faire les brocantes ou que vous êtes un tant soit peu exigeant sur la qualité de vos productions, les optiques cinéma modernes, elles sont faites pour vous. D'autant plus que si vous êtes chaud, elles passent très bien en photo aussi. Alors attention, faut tâter du focus manuel et être prêt à avoir du déchet. Mais franchement, je me suis éclaté à shooter avec pendant mes sessions tournage. Donc voilà, si vous êtes convaincu par ces optiques, faut maintenant se poser la question du prix. Parce qu'en plus d'une qualité optique très bonne, l'autre avantage des Simirace, c'est son prix. En monture E, chaque optique est vendue 767 € et en ce moment, jusqu'au 31 décembre je crois, elles sont en promo à 729 €. Vous avez aussi la possibilité d'acheter le pack complet avec une valise et des cales pour 3531 €. Mais là aussi, on a une promotion à 3178 €. Et en monture M, donc qui sont celles que je possède et celles que je vous conseille, on est plus cher puisqu'on passe à 836 € l'optique, avec la promo en ce moment à 795 €. Et le set complet est à 3768 €, lui aussi en promo en ce moment à 3390 €. Et en plus de ça, je vous propose un coupon de réduction de 5%, ce qui commence à faire tomber pas mal les prix. Tous les liens sont en description.
Alors, vous connaissez le drill, hein. Si vous les utilisez, vous payez moins cher et ça envoie aussi un signal fort à la marque qui sera encore plus partante pour bosser avec moi à l'avenir. Vous êtes content, je suis content, la marque est contente, tout le monde est content, on vit dans le monde des bisounours, c'est trop bien. Bref, pour revenir au prix, les Similac sont quand même assez bien positionnés puisqu'ils sont moins chers que la concurrence alors qu'ils ont grosso modo la même qualité optique. Donc pourquoi se priver? Je sais pas. J'ai aucune idée de comment faire une transition vers ma conclusion. Donc pas de transition. Conclusion. Alors, est-ce que ce fameux look cinéma, c'est du bullshit marketing? Non, mais c'est pas magique non plus. Les Similac ne vont pas transformer un mauvais cadre en plan cinéma, hein, faut pas déconner. Par contre, ce qu'elles font très bien, c'est apporter une vraie signature. Une image douce, lisible, avec une transition de focus naturelle et un rendu qui respire le cinéma sans non plus tomber dans l'excès. On n'est pas sur une optique gimmick, on est sur quelque chose de maîtrisé, cohérent et surtout exploitable pour de vrais projets. Ces optiques, elles sont clairement faites pour les vidéastes et réalisateurs solo, les configs légères ou semi-lourdes, la fiction, le clip, le doc créatif et surtout pour ceux qui veulent sortir du rendu ultra chirurgical des optiques photo modernes. Donc si vous passez votre temps à mettre un filtre Black Pro Mist devant vos optiques, et si vous cherchez un set homogène, fiable, avec du caractère, sans vous prendre la tête avec du cinémode aléatoire, bah là oui, les Similac font totalement sens. Bon après, c'est pas dit que vous puissiez les rentabiliser rapidement, hein, ça reste un achat plaisir. Mais qu'est-ce qu'elles sont cool à utiliser. Perso, ce qui m'a convaincu, bon, en plus de la qualité du piqué, parce que ça pour le coup je m'y attendais, mais alors pas du tout. Moi, ce qui m'a convaincu, c'est le terrain. Je les ai utilisés en studio, en run and gun, sur une fiction et même au milieu d'un concert de métal. Et à aucun moment, elles ne m'ont limité créativement. Bien au contraire. Elles sont légères, cohérentes, agréables à utiliser et surtout, elles donnent envie de tourner. Et ça a été une surprise pour moi. Parce que j'ai vraiment kiffé les utiliser. En fait, je m'attendais à ce que ces optiques ce soit un petit peu un caprice et que voilà, j'allais faire quelques vidéos avec et ensuite les ranger dans la valise et qu'elles prennent la poussière. Mais au final, pas du tout parce qu'elles m'ont clairement accroché. Et même maintenant, alors que j'ai fini de les tester, bah en vrai, je vais continuer de les avoir dans mon sac photo de tous les jours, monter sur le ZR pour filmer des trucs de la vie de tous les jours. Vraiment, ces optiques, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais elles sont vraiment super agréables à utiliser. Et vraiment, j'adore leur rendu. Bon, après, les Similac ne sont pas exempts de défauts, hein. Le premier et le plus important, c'est que la gamme va s'arrêter à 75 mm. Donc ici, on n'a pas de longue focale. On n'a pas de 100, 135 ou 150 mm pour aller chercher des cadres un peu plus serrés. Donc selon votre manière de tourner, ça peut être totalement ok ou alors clairement limitant. Personnellement, ça m'a manqué sur certains tournages, notamment en concert ou en fiction. Je suis un adepte de la longue focale, j'adore la longue focale. Même dans mon set d'anamorphique, j'ai du 100 et du 150 mm. Et je dois vous avouer que être bloqué à 75, des fois c'est un peu dommage. Et il y a aussi le focus briefing qui est très prononcé. Bon, c'est quelque chose qu'il faut accepter et qui peut devenir gênant si vous faites beaucoup de bascules de points. Mais mis à part ça, je ne vois aucun autre aspect négatif. Et je tiens à ajouter un dernier point qui pour moi est important. Tipoc, c'est probablement la seule marque qui m'a envoyé autant d'infos techniques sur son produit. Alors, la plupart des marques, quand elles m'envoient un produit, bah forcément, hein, elles me donnent aussi accès à un PDF ou à une Google Sheet. Mais en général, c'est juste une série de points clés et de specs techniques et basta, c'est tout. Mais avec Tipoc, bah c'était pas vraiment ça. J'ai eu droit à un vrai doc avec des explications optiques, des choix de conception et même un historique de certaines pratiques de cinéma et de la monture M. On sent que derrière cette marque, il y a des gens qui aiment le cinéma, qui aiment l'image et surtout qui connaissent vraiment leurs produits. Et ça, honnêtement, ça fait plaisir et ça se ressent clairement dans ses objectifs. Et avant de finir, je tiens à remercier Julien qui m'a épaulé pour la construction de toute cette vidéo. C'est lui qui était avec moi au concert et qui d'ailleurs a utilisé ses optiques aussi, hein, parce que lui, il les a utilisées sur le Z6 III. C'est lui aussi qui m'a aidé sur la plupart des images que vous avez pu voir ici dans cette vidéo. Donc Jules, merci beaucoup pour ton aide. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes et c'est pas parce que vous êtes en vacances que vous devez arrêter de faire des images.
Prenez votre boîtier, montez-le sur un rig, allez sur les pistes de ski. Ça va Nico? Ça va? Maître parapluie, comment allez-vous? Ça va. Franchement, il fait beau, il fait chaud. Bonne condition pour tourner aujourd'hui.